Il est 14 h, bonjour et bienvenue sur LCP. Dans un instant, le journal de la rédaction. Puis, à 14 h 15, vous retrouvez le député du jour. Frédéric Aziza reçoit André Santini, député UDI des Hauts-de-Seine et maire d'Issy-les-Moulineaux. On parlera du génocide arménien. À 14 h 20, vous revivrez une audition marquante à l'Assemblée face au député, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais tout de suite, les titres du journal. Il y a 100 ans, jour pour jour, débutait le génocide arménien. 1,5 million de personnes avaient été tuées entre avril 1915 et 1917. Avec nous pour en parler, le journaliste au Monde, Gaïtz Minassian. Merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure. Merci à vous. Sommet extraordinaire à Bruxelles hier. Les dirigeants européens ont décidé de tripler les moyens alloués pour le sauvetage des migrants en Méditerranée. Enfin, le compte à rebours est enclenché à Jakarta pour Serge Atlaoui. L'Indonésie vient d'annoncer les préparatifs de l'exécution de 10 condamnés à mort, dont celle du Français reconnu coupable de trafic de drogue. Il y a 100 ans, jour pour jour, débutait le génocide arménien. 1,5 million de personnes avaient été tuées entre avril 1915 et 1917. Journée de commémoration aujourd'hui en Arménie, en présence de Vladimir Poutine et de François Hollande, le chef de l'État qui s'est incliné devant les victimes du génocide et qui a assuré que la France n'oubliera jamais. Un discours pour défendre les minorités chrétiennes et aussi un appel à la Turquie. On écoute le chef de l'État. Le danger, c'est toujours la disparition des minorités. Et c'est pourquoi il était important d'être ici, à Erevan, pour appeler à la défense de toutes les minorités, et notamment des chrétiens d'Orient. Le centenaire du génocide arménien, c'est un appel à la paix et à la réconciliation. Il y a en Turquie des mots importants qui ont déjà été prononcés. Mais d'autres sont encore attendus pour que le partage du chagrin puisse devenir le partage d'un destin. Alors la France a reconnu publiquement, officiellement, le génocide arménien dans la loi du 29 janvier 2001, mais pas question de pénaliser la négation du génocide, comme nous l'explique Fanny Saliou. Dans la solennité de Saint-Pierre, dimanche dernier, devant la communauté arménienne, le pape François évoque les 3 grandes tragédies du XXe siècle et brise un tabou. La première est celle qui est généralement considérée comme le premier génocide du XXe siècle. Elle a frappé votre peuple arménien, première nation chrétienne. Génocide. Le mot est employé pour la première fois par un souverain pontife, provoquant l'ire du gouvernement turc qui ne reconnaît pas l'existence d'un génocide arménien. La France, elle, semble un peu embarrassée avec ce sujet et a du mal à légiférer. La loi du 29 janvier 2001 reconnaît simplement l'existence du génocide arménien. Le texte ne comporte qu'un seul article, qu'une seule phrase et ne désigne aucun coupable. En 2006, une proposition de loi socialiste est déposée. Son objectif, pénaliser la négation du génocide arménien. Les relations franco-turques se tendent. Ankara rappelle son ambassadeur pour consultation. Ce texte est malgré tout adopté à l'Assemblée, mais le gouvernement ne l'inscrit pas à l'ordre du jour du Sénat. Alain Marlex, alors secrétaire d'État, assume cette position. Le dispositif législatif existe déjà et le gouvernement considère en outre qu'il n'appartient pas au Parlement de légiférer sur l'histoire, mais qu'il revient aux historiens d'écrire et d'interpréter l'histoire. Voilà. Quelques années plus tard, en 2011, nouvelle tentative. Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues déposent une autre proposition de loi qui va dans le même sens. Une nouvelle fois, colère du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, mais aussi de la communauté turque de France qui manifeste à Paris. Adopté à l'Assemblée, puis au Sénat, le texte est cette fois retoqué par le Conseil constitutionnel et envoyé aux oubliettes. Retour à la case départ, la seule loi aujourd'hui en vigueur au sujet du génocide arménien est celle de 2001. La France ne pénalise pas sa négation et ne désigne jamais la Turquie comme responsable.
Alors avec nous sur ce plateau, Gaïtz Minassian, journaliste au Monde. Vous êtes auteur du Rêve brisé des Arméniens chez Flammarion. Et Arméniens, le temps de la délivrance aux éditions du CNRS. On va parler avec vous de cette commémoration, les 100 ans du génocide arménien. D'abord une réaction sur le discours de François Hollande à Erevan ce matin. C'était un discours qui m'a semblé assez fort, très important de faire la liaison entre cet événement tragique et la notion de paix. Je pense que c'était fondamental pour bien faire comprendre aux États de la région que le premier travail leur appartenait pour asseoir la paix dans leur société, auprès des minorités. C'est un discours qui, à la fois, me semble fort et en même temps plein de perspectives, qui ouvre plein de perspectives, parce qu'on sait que le président Hollande est attaché à l'histoire, et on sait aussi que le président Hollande est attaché à ce processus de normalisation entre la Turquie et l'Arménie. Et donc, je pense que c'est un engagement assez fort du chef de l'État d'apporter un peu de valeurs européenne, des droits de l'homme, de la démocratie dans cette région qui en manque tant. Ils n'étaient pas nombreux, les chefs d'État, Vladimir Poutine, François Hollande, pas de condamnation directe de la Turquie, c'était très diplomatique quand même. Alors oui, c'est un exercice assez diplomatique. Alors effectivement, vous avez parlé des deux chefs d'État de puissance importante. Il y en avait deux autres, je crois que c'était le président serbe et le président chypriote. À noter quand même quelques différences dans les discours attendus donc de François Hollande et de Vladimir Poutine. Autant François Hollande insiste sur le caractère du génocide, autant Vladimir Poutine l'a prononcé qu'une seule fois et le reste de son discours fait état de massacres, de crimes, de catastrophes, de tragédies. Et là, on sent qu'il y a quand même un exercice d'équilibriste de sa part, parce que juste avant, il était en relation au téléphone, quelques jours avant, avec son homologue turc. Et on sent qu'il y a quand même une influence turque qui pèse sur les chefs d'État. Et ça pose le problème de la connivence entre les États par rapport à ce qui s'est passé. Pour bien comprendre très succinctement un peu d'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ce 24 avril 1915 ? Eh bien, le 24 avril 1915, donc il y a 100 ans, dans la nuit du 23 au 24, le gouvernement jeune turc a décidé d'arrêter d'abord 250 intellectuels à Constantinople, intellectuels arméniens. C'était le début, le point de départ du programme du génocide. En quelques jours, ce chiffre est monté à 600 à Constantinople, et en quelques semaines, ce chiffre est monté à 2342 dans tout l'Empire, parmi les élites. Et puis, on est en pleine Première Guerre mondiale. Pour quelle raison ils ont été arrêtés ? On pensait que c'était des alliés des Russes ? Alors, ça, c'est la thèse négationniste turque. C'est un peu comme les Allemands qui disaient que les Juifs étaient des traîtres, ou alors les Hutus qui disent que les Tutsis étaient des traîtres. Ça fait partie, je dirais, de l'arsenal de l'arsenal négationniste. Et il n'y avait pas de trahison. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de marteler cette thèse des Turcs, parce que il n'y avait pas de trahison. Je veux dire, les Arméniens ottomans ont fait leur service militaire dans l'armée ottomane. Mais qu'est-ce qui a conduit alors les Turcs à commettre des massacres d'une telle ampleur ? Eh bien, je pense, et pas que moi d'ailleurs, les historiens, les États, puisque la France, l'Angleterre et la Russie avaient fait état de leurs préoccupations au moment de la mise en place et des déportations et des massacres. Je pense que c'est une idéologie pré-fasciste, pan-turc, c'est-à-dire l'idée d'une grande Turquie sans discontinuité géographique, et l'obstacle c'était l'Arménie. Je pense que c'est une volonté de la part du gouvernement jeune turc à l'époque d'homogénéiser l'Empire ottoman. Par la religion musulmane ? Par la religion, par l'ethnie, et quelque chose qui s'appelle en sociologie, pour faire simple, le darwinisme social, c'est-à-dire utiliser les thèses de Darwin pour les animaux, mais les transposer cette fois-ci pour les humains. C'est un peu marche ou crève, et c'est eux ou nous. C'est-à-dire que le gouvernement turc, ont décidé de pratiquer cette politique d'exclusion totale, sous couvert de la guerre, parce qu'on était en pleine guerre, et ont décidé d'enclencher le processus de construction d'un État-nation. Et ça s'est fait dans le drame le plus absolu. Pour qu'il y ait génocide, donc il faut intention d'exterminer et organisation dans l'extermination. Il y avait les deux en 1915 ? Il y avait totalement les deux. Il y avait un programme d'extermination, il y avait une intention. Alors on pourrait même, les historiens aujourd'hui vont même jusqu'à à élargir temporellement la notion du génocide. Pour nombreux historiens, ils remontent à fin 19e pour considérer que ce processus génocidaire qui avait commencé dès
dès 1894-96 par les massacres qui avaient touché 250 000 Arméniens dans l'Empire ottoman, était un petit peu le point de départ. Et ce qui jalonne comme ça cette histoire jusqu'en 1915, c'est l'idée d'impunité. En fait, et c'est là où les Européens ont une part de responsabilité, c'est d'avoir laissé faire, de n'avoir à peine dit quelque chose lorsqu'il a fallu le dire en 95, 96, et puis un petit peu en 1909 et encore, mais n'empêche que le gouvernement jeune turc met en place, programme, planifie et exécute ce premier génocide. Alors revenons à aujourd'hui, la Turquie est une grande puissance. Est-ce qu'on peut se permettre de froisser la Turquie, qui est un partenaire stratégique, notamment dans la lutte contre le terrorisme, contre Daesh ? Moi, je pense, sur Daesh, on peut en discuter longuement. Tout le monde sait aujourd'hui que la Turquie avance avec alors un double jeu de fer au feu. Je veux dire, pour faire simple, on peut se demander si la Turquie n'utilise pas Daesh comme les Pakistanais ont utilisé les talibans, c'est-à-dire comme une force de pénétration stratégique dans la région. D'ailleurs, les Turcs sont assez embêtés avec ça. Et je pense d'ailleurs que le pape François, lorsqu'il a déclaré, donc il a reconnu le génocide arménien, il y avait un lien avec ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh, donc les minorités chrétiennes et yézidis. Important de dire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui morfent, il y a aussi les yézidis dans la région. Et oui, la Turquie est une puissance reconnue. Alors pourquoi les Turcs campent dans leur déni selon vous ? D'abord, il faut distinguer l'État turc de la société turque. Elle a évolué un peu, la jeunesse. La société turque, les intellectuels, les chercheurs, la jeunesse. Je dirais même qu'au sein d'une partie du personnel politique turc, il y a quand même quelques changements, notamment les députés kurdes et certains politiques turcs qui prennent un peu leur distance avec le discours négationniste le plus absolu. Mais les autorités, alors les militaires, les autorités civiles, Erdogan, c'est le déni. C'est le déni, et en gros ils disent maintenant on reconnaît les massacres, mais il n'y a pas eu que les Arméniens. Et quand ils disent ça, en fait, ça revient à opposer Turcs et Arméniens, les mettre au même niveau. C'est un peu comme si les Allemands vous disaient, vous savez, il y en a eu aussi beaucoup de victimes pendant la guerre. Eux, ils évoquent une guerre civile en Anatolie, doublée d'une famine dans laquelle 300 000 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs auraient trouvé la mort. Pourquoi cette thèse, elle ne vous convainc pas ? Parce que ça facilite le discours négationniste. Il n'y avait pas de guerre civile. Ça voudrait dire qu'il n'y avait pas de gouvernement. Or, il y avait un gouvernement ottoman qui s'est retourné contre une partie de sa population, qui était la minorité arménienne. Ça, il ne faut pas oublier de le dire. Je veux dire, ce n'est pas un problème turc-arménien. Ça voudrait dire qu'il y avait un État qui s'appelait l'Arménie Nord. Non, l'Arménie est née en 18, pas en 15. Et les sujets qui ont été frappés par ce génocide, ce sont des sujets ottomans issus de la minorité arménienne. Donc, c'est un gouvernement central qui s'en est pris à une partie de sa population. La thèse turque aujourd'hui considère qu'il faut mettre sur un même niveau les victimes turques et les victimes arméniennes, ce qui est complètement aberrant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes pendant la guerre des Turcs, on le sait, mais qu'est-ce qu'ont à voir les civils arméniens avec ce qui s'est passé entre 1911 et 1918 du côté du front turc, que ce soit dans les Balkans ou au Caucase. À la limite, si certains avaient des comptes à rendre, au gouvernement turc, ce serait Enver Pacha qui est responsable de la déroute militaire des Turcs en janvier 1915 et qui a envoyé à la mort des dizaines de milliers de soldats turcs et les hauts responsables du génocide. Ce qui se passe actuellement, dernière question, c'est que la société turque, une partie de la société turque s'est emparée de son histoire pour aller chercher les sources de leur libération et de leur volonté de vivre pleinement leurs droits de citoyens turcs. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut encourager. Merci Gaïdz Minassian d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rêves brisés en Arménie chez Flammarion et Arménien, le temps de la délivrance aux éditions du CNRS. Les dirigeants européens ont décidé hier, lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles, de tripler les moyens alloués au sauvetage des migrants en Méditerranée. L'Union européenne qui a besoin de l'aval de l'ONU pour mener des actions militaires contre les passeurs, les trafiquants en Libye. Jérémy Hartmann. Des mesures trop frileuses, diront certains. Un premier pas encourageant, répondent les chefs d'État européens. Hier, ils se sont mis d'accord pour tripler les moyens de la mission de surveillance et de sauvetage des migrants, dont le budget actuel est de 3 millions d'euros par mois. L'Allemagne s'engage à mettre à disposition 2 de ses navires, comme la France, qui enverra aussi 3 avions sur place.
Beaucoup d'États membres se sont dit prêts à donner un coup de main. C'est un fait qui n'est peut-être pas inédit, mais qui ne s'est que rarement vu. Mais aucun accord n'a été trouvé pour élargir la zone d'intervention de l'opération européenne, qui ne pourra pas sortir des eaux territoriales pour se rapprocher des côtes libyennes. Pour lancer une campagne militaire de capture et de destruction des bateaux de trafiquants, l'Union européenne a décidé de demander un mandat à l'ONU. La France et le Royaume-Uni vont faire une proposition de résolution aux Nations Unies, malgré les réticences de la Russie. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité, qui devra donc être saisie, et la France, membre permanent du Conseil de sécurité, prendra l'initiative avec d'autres. Je rencontrerai, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, le président Poutine. Nous entretiendrons de beaucoup de sujets, vous les connaissez, et je lui parlerai de ce que l'Europe entend proposer dans le cadre d'une éventuelle résolution du Conseil de sécurité. Pour l'accueil et la prise en charge des réfugiés, les dirigeants européens n'ont pas réussi à s'entendre. Les documents de travail parlaient de 5000 personnes, mais aucun chiffre ne figure dans la déclaration finale. François Hollande s'engage tout de même à accueillir en France entre 500 à 700 Syriens. On l'a dit, ces migrants candidats à l'exil viennent en majorité de Syrie ou de Libye, des pays où la situation politique est instable. Ceux qui fuient demandent l'asile en Europe, un droit pas toujours bien appliqué en France. Le projet de loi adopté en première lecture à l'Assemblée nationale doit y remédier, mais un rapport très critique de la Cour des comptes a ranimé les tensions entre majorité et opposition sur le sujet. Les explications de Jean-Baptiste Daoulas. La réforme du droit d'asile devait sortir le système de la crise, avec à la clé des demandes traitées plus rapidement et des conditions d'hébergement plus confortables pour respecter les normes européennes. Voté en première lecture en décembre 2014 à l'Assemblée, le texte devait arriver au Sénat en mai. Mais un pré-rapport polémique de la Cour des comptes a tout bouleversé. La Cour pointe les failles du droit d'asile, en particulier le fait que chaque année, environ 50 000 personnes restent en France alors que leur demande de droit d'asile a été rejetée. Le problème, c'est qu'on ne raccompagne pas les 50 000 qui deviennent des clandestins, on ne les raccompagne pas aux frontières. Donc on demande au gouvernement d'assurer ses responsabilités, de faire un seul texte asile-immigration avec des moyens matériels pour leur accompagnement et pour le traitement des dossiers. Conséquence, l'UMP demande le report de la réforme du droit d'asile au Sénat. De quoi énerver Manuel Valls, le Premier ministre compte toujours boucler la réforme du droit d'asile avant l'été. De manière inconséquente, l'opposition, aujourd'hui majorité au Sénat, demande le report de cette loi. Ça n'a pas de sens. Nous avons besoin de cette loi pour que les délais soient beaucoup plus courts, beaucoup plus rapides et respectés. Voilà le gouvernement pris en tenaille entre une droite frileuse sur le droit d'asile et une partie de la gauche qui voudrait assouplir le système. Les élections législatives en Grande-Bretagne, c'est pour bientôt, c'est pour le 7 mai prochain exactement. Un thème sort du lot pendant la campagne, l'immigration. Il y a ceux qui sont contre, il y a ceux aussi pour qui l'immigration peut être un atout au Royaume-Uni, comme l'a constaté Rim Benhammer. Regardez son reportage à Londres. Ils sont pompiers, musiciens, avocats. Leurs points communs, ce sont tous des immigrés installés en Grande-Bretagne. Et ils font partie de la campagne « Je suis un immigrant » lancée par le mouvement contre la xénophobie. 15 migrants ont pris la pause et s'affichent fièrement dans 400 stations de métro pour dénoncer la montée du racisme en Angleterre. Les gens disent des choses horribles, des choses très choquantes, comme « tous les immigrés devraient être renvoyés chez eux ». Mais ici, c'est chez moi. Je n'irai nulle part ailleurs. C'est écœurant. Les associations ont choisi le meilleur moment pour se faire entendre. La Grande-Bretagne est en pleine campagne pour les élections législatives. Avec la montée de UKIP, le parti anti-Europe et anti-immigration, toutes les formations politiques s'emparent du sujet. Pour Peter Whittle, candidat de UKIP dans la banlieue de Londres, ils ont simplement libéré la parole. Ce n'est pas une campagne anti-immigrés.
C'est juste que le sujet de l'immigration en Angleterre a été exclu du débat public. Les gens avaient peur d'en parler parce qu'ils étaient automatiquement traités de racistes. Est-ce que je peux compter sur votre soutien ? C'est sûr, je voterai pour vous. UKIP est crédité de 15% d'intention de vote pour ces élections. Alors le Parti conservateur tente de chasser sur ses terres. À son tour, la droite anglaise durcit le ton sur l'immigration. David Cameron veut une limite plus claire sur le nombre de personnes qui entrent en Grande-Bretagne. Mais nous voulons surtout poser des limites sur le système social quand on rencontre les électeurs. L'une de leurs principales critiques, c'est que les immigrés viennent réclamer des aides sociales. Grande nouveauté de ce scrutin, même les travaillistes font campagne sur ce thème. Gareth Thomas, candidat du Labour aux élections, justifie ce revirement. Nous voulons sévir contre l'immigration illégale. Nous voulons un contrôle plus strict de nos frontières. L'immigration est un vrai sujet et nous devons avoir un débat politique sur ce sujet, tout en condamnant les attitudes racistes et xénophobes. L'élection est très serrée. Les conservateurs sont crédités de 30%, comme les travaillistes. Aucun n'aurait donc de majorité claire au Parlement et ils devront former des coalitions. UKIP pourrait alors entrer en jeu grâce aux alliances et pousser le nouveau gouvernement à durcir sa politique migratoire. Le compte à rebours est enclenché à Jakarta pour Serge Atlaoui. L'Indonésie vient d'annoncer les préparatifs de l'exécution de 10 condamnés à mort, dont celle du Français reconnu coupable de trafic de drogue. Aucune date n'est fixée, mais l'ordre est lancé. Je vous propose d'écouter la réaction de François Hollande, ainsi que celle de Donald Tusk, le président du Conseil européen. Jusqu'au dernier moment, nous devons tout faire pour que l'exécution n'ait pas lieu. Et nous multiplions les contacts. Laurent Fabius est plusieurs fois intervenu auprès des autorités indonésiennes. Moi-même, j'avais eu une discussion avec le président indonésien. L'abolition de la peine de mort, pour nous, est un principe essentiel. Mais là, pour le cas humain, pour Serge Atlaoui, surtout par rapport à ce qu'il a fait et a été reconnu, la mort ne peut pas être la sanction. L'Union européenne est complètement opposée à la peine de mort. Ça ne peut pas être la réponse au trafic de drogue. Je fais référence ici à M. Atlaoui, le citoyen français qui a été condamné par les autorités indonésiennes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le député du jour, Frédéric Aziza, reçoit André Santini, ancien ministre, maire d'Issy-les-Moulineaux et député UDI des Hauts-de-Seine. Ils reviendront ensemble sur le génocide arménien il y a 100 ans, jour pour jour. Alors 100 ans après.